Merci Madame la Présidente de me donner la parole après le docteur Driss. Je remercie également Corinne Liégeois, l'association Drepavie, puis la Fondation Lié à mon tour de m'avoir invité. C'est un plaisir, un honneur de pouvoir partager une présentation sur donc, la sécurité transfusionnelle et de la drépanocytose. Je remercie bien sûr tous les participants et je me tiens à la disposition de chacun pour les questions ensuite. Je vais moi me concentrer un petit peu plus sur les aspects immunohématologiques de la transfusion, parce que c'est vrai que c'est le domaine sur lequel j'exerce un petit peu plus. J'ai pris le parti d'illustrer mon propos avec un cas clinique. J'ai choisi ce cas d'une part parce qu'il a déjà été publié, mais aussi parce que je trouve qu'il y a une bonne valeur pédagogique. Et vous comprendrez aussi à la fin de ce cas pourquoi il nous a affectés, pourquoi nous l'avons publié. Je pense que c'est intéressant de le partager. Et ensuite, je parlerai des procédures qu'on a mis en place en France pour justement prévenir les problèmes au maximum d'hémolyse post-transfusionnelle, comme en a parlé le docteur Driss. Et ensuite, je reviendrai sur certaines particularités immunohématologiques des patients drépanocytaires, en abordant aussi les études publiées en Côte d'Ivoire pour conclure enfin sur quelques mots. Voilà, donc je commence avec le cas clinique. Il s'agit donc d'une patiente de 30 ans qui était née en 1982. Elle était drépanocytose ASS et lorsqu'elle a été admise, elle était enceinte à 23 semaines d'aménorrhée. Alors, le groupe sanguin qu'elle avait, que vous voyez, pour nos patients drépanocytaires accueillis en France, c'est un groupe sanguin qui est assez classique. Elle est de groupe B, R0 petit r, comme on dit, c'est-à-dire grand C-, grand E-, TKL-, et puis le phénotype étendu est là aussi le plus classique pour ces patients, FIA-, FIB-, JKB- et grand S-. Cette patiente, elle avait un antécédent d'hémolyse post-transfusionnelle retardée, donc j'ai mis l'acronyme HPTR, et vous voyez que c'était associé à une immunisation très complexe. Donc en 1997, elle avait à peine 15 ans, elle avait déjà fait un anti-grand S. Ensuite, en 2007, elle a produit un anti-HI. Je vais revenir sur l'anticorps, un anti-JKB. Elle a fait quelque chose qu'on voit très rarement, un anticorps anti-grand M, que l'on a défini comme étant de nature auto-immune, puisqu'on lui a trouvé un phénotype M+, qui a été confirmé par biologie moléculaire, puisqu'on a eu accès à ces outils. En 2008, elle a fait un anticorps anti-FIA, un anticorps anti-privé dont on reparlera tout à l'heure, un autre auto-anticorps qui est un auto-anti-petit e, et en 2011, un anticorps anti-public, un anti-FI3. Alors, je reviens une petite minute sur ce qu'est l'anticorps anti-HI, parce qu'il a son intérêt dans ce cas. Les anticorps anti-HI, ce sont des anticorps qui sont liés au système antigénique ABO. Dans le système ABO, les antigènes, je le rappelle, sont des sucres. Et à la surface des membranes cellulaires, il y a un antigène qu'on appelle l'antigène I, qui est un sucre, et sur lequel se greffe un autre sucre qu'on appelle l'antigène H. S'il n'y a pas d'autre sucre qui vient recouvrir l'antigène H, cela définit un individu de groupe O. Mais chez certains individus, il y a des enzymes qui sont capables d'ajouter un sucre sur l'antigène H. Et selon l'enzyme qui va intervenir et le sucre ajouté, on aura donc un groupe A ou un groupe B. La patiente était de groupe B, et donc donc les antigènes H qu'elle a sont tous recouverts d'un composé sucré qui détermine son groupe B. Ça veut dire que son système immunitaire ne connaît pas l'antigène H. Donc en réalité, lorsqu'elle a reçu les 4 CGR qui sont marqués donc en mai 2007, ces 4 CGR de groupe O, elle a reçu des hématies lors de la transfusion qui exposaient à leur surface l'antigène H. Et donc dans les suites de cette transfusion, c'est comme ça qu'elle a fait l'anticorps anti-HI. Ce qui est très, très important de dire d'emblée, c'est qu'à l'époque, lorsqu'on a accueilli la patiente, l'anticorps anti-HI, il était réputé comme étant sans intérêt clinique, sans intérêt transfusionnel. On reviendra dessus. Donc, comme vous le voyez, c'était une dame qui avait un historique transfusionnel très restreint. Alors, probablement qu'elle avait eu d'autres transfusions que celle mentionnées en mai 2017, puisqu'on voit qu'elle s'est immunisée avant ça. Donc, l'admission s'est faite le 15 avril 2012. On voit qu'à son admission, elle est apyrétique, normotendue, tachycarde à 110, avec une tachypnée à 20 cycles respiratoires par minute, mais elle saturait bien à 97% en air ambiant, avec un niveau de conscience qui était normal. Alors, le motif d'admission, c'était une crise vaso-occlusive multifocale. Elle avait mal au bras, au bassin, au dos, dans un contexte de toux sèche et de dyspnée. Cette dame, le traitement qu'elle avait au long cours pour éviter justement la transfusée, c'était l'hydroxyurée. Puis lorsque le besoin était présent de l'érythropoïétine, et comme l'a dit le docteur Driss,
ces traitements, c'est des traitements qu'il faut fréquemment interrompre à l'occasion des grossesses. Cette dame, elle s'est aggravée alors qu'elle n'a pas eu de transfusion. Ses problèmes respiratoires sont devenus un syndrome thoracique aigu, compliqué d'un cœur pulmonaire aigu, et à cette occasion, donc, on l'a admise en réanimation. Au scanner thoracique, de façon assez classique, on a vu des condensations pulmonaires aux bases. Étant donné cette aggravation clinique, on prend la décision de faire un échange érythrocytaire avec 2 CGR le 19 avril, donc 5 jours après son admission. L'ARI pré-transfusionnelle, comme l'a dit le Dr Dries, vous voyez qu'on ne retrouve pas tous les anticorps. Et puis là, surprise, on retrouve 2 anticorps en plus que ceux qui avaient été antérieurement décrits, c'est-à-dire on retrouve un allo-anticorps anti-grand C, un allo-anticorps anti-grand E, et on retrouve le fameux auto-anticorps anti-M. Alors, étant donné tous les anticorps qu'elle avait, il fallait les respecter, trouver un phénotype compatible avec cette immunisation. C'est-à-dire qu'en gros, il fallait respecter tout le phénotype de la patiente, y compris son phénotype érythrocytaire étendu, et respecter l'anticorps anti-M. Alors, c'est vrai que nous, ce genre de culot globulaire est assez rare en France, puisque la plupart de nos donneurs sont en grande majorité des donneurs européens. Et là, on a typiquement un phénotype vraiment typique d'un individu qui est africain, d'origine africaine. Donc nous, on a dû avoir recours, si vous voulez, à la Banque nationale de sang rare, dont j'avais été responsable. Et donc, on a pioché 2 CGR que l'on a décongelés pour pouvoir la transfuser. On a testé le plasma de la patiente contre ces CGR. Les épreuves de compatibilité étaient parfaitement négatives. On l'a transfusée et puis, cliniquement, elle s'est améliorée assez rapidement avec, vous voyez, une augmentation de l'hémoglobine de 8,2 à 8,7, ce qui est satisfaisant dans le cadre de cet échange. Malheureusement, 5 jours plus tard, le 24 avril, arrive une fièvre, des signes de détresse respiratoire sans hypertension artérielle pulmonaire. On voit l'hémoglobine qui commence à diminuer, en parallèle les LDH qui augmentent. Le 26 avril, donc 7 jours après la transfusion, son état clinique s'aggrave encore. On voit l'hémoglobine qui commence à chuter de plus en plus, les LDH qui se majorent encore. Son bilan hépatique s'altère et on a des signes de souffrance tissulaire attestés par l'hyperlactatémie. Pour nous, c'est vrai que tous ces signes, c'est un signe de menace vitale, donc on a pris la décision, malgré le risque, on n'avait pas trop le choix, de la retransfuser. 4 CGR sous couvert d'immunoglobuline intraveineuse, parce qu'à l'époque, c'était aussi la seule ressource thérapeutique qui était facilement accessible. L'ARI pré-transfusionnelle, c'est gravement compliqué, puisque là, on a un plasma réactif de cette patiente qui réagit et qui agglutine toutes les hématies O que l'on teste. Donc, face à une RAI aussi complexe, nous, en France, on a la chance d'avoir un laboratoire de référence, en fait, vraiment un laboratoire national qu'on appelle le CNRGS, Centre national de référence des groupes sanguins, à qui on adresse, si vous voulez, les RAI complexes et qui ont le matériel et les réactifs, les hématies réactifs et tests pour pouvoir résoudre ce type de RAI et qui peuvent aussi, si besoin, diagnostiquer des groupes rares, etc. Donc, ce qu'ils ont fait, ce qui était assez intéressant, c'est qu'ils ont testé le plasma contre des hématies O, mais surtout aussi contre des hématies B. Donc, comme vous en doutez, ces hématies B qui n'exposent pas l'antigène H, mais aussi contre des hématies bombées. Donc, sachant que les sujets bombés, par définition, ils n'ont pas d'antigène H de façon constitutionnelle, c'est un déficit. Et lorsqu'on teste le plasma contre des hématies B ou bombées dans le phénotype étendu de cette patiente, on met en évidence un anti-HI, du coup, puisqu'on ne retrouve pas de réactivité contre les hématies B ou bombées. Lorsque le CNRGS a traité ces hématies tests, ces hématies réactifs avec de la papaïne ou de la trypsine, ça améliore l'exposition antigénique de l'antigène H. Ils ont même constaté in vitro une légère hémolyse, ce qui semblait attester a priori d'un anticorps anti-HI assez puissant. À côté de ça, en testant d'autres hématies, ils ont documenté, comme précédemment, l'allo-anticorps anti-grand C, grand E, l'auto-anticorps anti-M. Le test direct à l'antiglobuline, qu'on appelle aussi le Coombs direct, était négatif. Alors ça, le Coombs direct, je le rappelle, c'est pour détecter des anticorps à la surface des hématies. Le fait que ce Coombs direct soit négatif, ça atteste qu'en réalité, malgré les anticorps qu'elle a, la patiente, les anticorps qu'on puisse fixer sur les hématies transfusées, si le Coombs direct est négatif, ça veut dire qu'en réalité, elle a détruit toutes ces hématies transfusées. Donc, ça veut dire qu'elle est effectivement en train d'hémolyser. Alors là, on a dû regarder qu'est-ce qu'on avait en stock pour respecter tout ce qu'il y avait. Le stock, c'est là où c'était la problématique.
Les CGR que l'on avait ne permettaient pas de respecter à la fois l'anti-grand M et l'anti-HI. Ça veut dire que soit on sélectionnait des culots B, donc qui n'exposaient pas l'antigène H, mais qui étaient M+, soit on prenait des culots O, qui étaient exposés à l'anticorps anti-HI et qui étaient M-. À l'époque, la notion qu'on avait de notre expérience de la littérature, c'était que l'anti-M pouvait être fortement hémolysant chez les patients drépanocytaires. Et je le redis, l'anti-HI était décrit comme étant sans intérêt clinique. Donc, on a sélectionné, du coup, les culots de groupe O pour essayer de respecter le phénotype M- en plus du phénotype étendu de la patiente en s'exposant effectivement à cet anticorps anti-HI. On a décongelé de la Banque nationale de sang rare 4 culots. Sans surprise, les épreuves de compatibilité étaient positives puisque l'anti-HI venait agglutiner les hématies que l'on avait sélectionnées. Ça a été une épreuve qui a été douloureuse puisque, comme vous le voyez, malheureusement, la patiente s'est aggravée, a fait 2 arrêts cardiaques et a fini par décéder le lendemain. Et on a appris dans la douleur, finalement, que tous les anticorps, quelle que soit la dangerosité qu'on peut leur décrire, chez le patient drépanocytaire, ils peuvent être dangereux et donc il ne faut négliger aucun anticorps. Et que lorsqu'on a beaucoup d'anticorps, comme c'était le cas, on finit dans des cas quasiment d'impasse transfusionnelle, voire d'impasse transfusionnelle. Je vous montre les courbes qu'on a pu établir. Donc là, vous voyez sur le graphique du haut le taux d'hémoglobine en fonction du temps. Donc ça, c'est la courbe noire. En bleu, vous avez le pourcentage l'hématocrite. Et puis la courbe rouge en pointillé, c'est le pourcentage d'hémoglobine A, cette hémoglobine A étant d'origine transfusionnelle. Donc on voit bien que l'hémoglobine A augmente à l'occasion de la première transfusion le 19 avril, et puis que les jours qui suivent, malheureusement, on voit cette hémoglobine A complètement disparaître, et puis progressivement l'hémoglobine totale même chuter. En parallèle, dans le graphique du bas, on voit le taux de LDH qui se majore jusqu'à aller dans des valeurs extrêmement élevées. Alors, on a, pour s'aider au diagnostic d'hémolyse post-transfusionnelle retardée, on a ce qu'on appelle comme outil un nomogramme. C'est le graphique que vous voyez à droite sur la diapositive. Ce nomogramme, en réalité, c'est un graphique qui expose le niveau de probabilité que le patient ait fait une hémolyse post-transfusionnelle. Vous voyez qu'il y a 3 catégories selon là où se situe le point, soit un niveau de probabilité faible, intermédiaire ou élevé, qui ait bien eu une hémolyse post-transfusionnelle. Donc, en réalité, ce que ça fait, c'est mesurer les modifications de concentration d'hémoglobine A transfusionnelle en fonction du temps. Et pour pouvoir annoter ce graphique et voir où se situe notre patient, en réalité, on fait des évaluations d'hémoglobine à 2 reprises. On fait une première évaluation du taux d'hémoglobine totale et du pourcentage d'hémoglobine A, ce que vous voyez dans le tableau au plus proche de la transfusion. Donc là, vous voyez que juste après la transfusion, le 19 avril, on avait évalué le taux d'hémoglobine totale à 8,7 avec un pourcentage d'hémoglobine A à 8,8, ce qui est convenable pour 2 CGR reçus. Et ensuite, on refait une deuxième évaluation de ces mêmes paramètres au moment où on suspecte le diagnostic d'HPTR. Et donc, grâce à une formule que vous voyez dessous, ça permet ensuite de placer un point sur le nomogramme. Et là, sans ambiguïté, vous voyez que la patiente est classée à priori, probabilité très élevée d'avoir fait une HPTR. Alors là, vous pouvez peut-être penser que dans ce cas-là, c'était un peu superflu d'avoir ce graphique, effectivement, parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur le diagnostic. Il faut savoir, si vous voulez, que dans certains cas, le diagnostic est beaucoup plus compliqué à poser et le nomogramme a véritablement un intérêt. Je me permets de préciser ce que j'ai mis une adresse email sous la formule. C'est pour vous donner accès, si vous le souhaitez, à ce tableau et au graphique. C'est un accès gratuit qui est mis à disposition par l'hôpital Henri Mondor, puisque l'auteur de l'étude, qui est le professeur Mekonso Dessap, qui est en réanimation à Mondor, l'a publié et le rend disponible gratuitement sur Internet. Donc, je vous incite à l'utiliser autant que vous le pouvez. Ça a été validé chez l'adulte pour l'instant, mais voilà, on l'évalue progressivement aussi en contexte pédiatrique chez les enfants. Suite à ce type de problème, puisque les problèmes d'hémolyse post-transfusionnelle retardée, on en a eu quand même pas mal, on a décidé de mettre en place en fait une procédure vraiment nationale en France pour essayer de prévenir ce type de problématique. Donc en fait, dès lors que on reçoit une commande de CGR, il y a une transfusion de CGR qui est prescrite et qui est prévue pour un patient atteint de drépanocytose, le principe, c'est le premier principe de médecine, primum non nocere, d'abord ne pas nuire. Et pour cela, en réalité, on a listé 4 signaux d'alerte, 4 critères d'alerte
qui sont des critères d'alerte qui doivent faire discuter l'indication de transfusion et le risque. Le premier critère, sans surprise, c'est l'antécédent d'HPTR. Le cas de la patiente l'illustre bien. Dès lors que un patient a fait une HPTR, il est à haut risque de le refaire. Surtout quand c'est quelqu'un qui est dit bon répondeur, comme on le voit, c'est-à-dire qui fait plein d'anticorps. Le deuxième critère indépendant, c'est l'immunisation antirétrocytaire, que ce soit dans l'historique, puisque vous voyez que parfois on a en historique des anticorps qu'on ne retrouve pas sur la RAI du jour, mais ça peut être l'historique ou des anticorps que l'on retrouve sur la RAI du jour. Le troisième signal d'alerte, c'est un historique transfusionnel inférieur à 12 CGR. Alors pourquoi on a un historique transfusionnel restreint qui est un critère d'alerte? Parce qu'on a vu dans les séries de la littérature des études statistiques que l'on a réalisées que les patients qui font des HPTR ne les font pas au bout de 200 kg transfusés. Ils les font assez précocement dans leur historique transfusionnel. Soit ils le font parce qu'ils font des anticorps, ils sont bons répondeurs, ça crée une hémolyse des hématies transfusées et toute la cascade qui aboutit à l'HPTR, soit parce qu'il y a une espèce d'intolérance. Dans un tiers des cas, on ne trouve pas d'anticorps, mais il y a vraisemblablement une intolérance à la transfusion qui semblerait être due à la voie du complément. Ça, c'est des choses qu'on est en train progressivement de mieux comprendre, mais qu'on n'a pas encore tout à fait comprises. Dans tous les cas, quelqu'un est peu transfusif, il faut s'en méfier. Possiblement, c'est quelqu'un qui est à risque. Le dernier signal d'alerte, c'est si vous avez une nouvelle transfusion qui est prévue, prescrite, que vous recevez une commande de CGR dans les 3 semaines qui suivent la dernière transfusion, surtout si la prescription elle émane d'un service autre que celui du centre de référence. Ces 4 critères, ils sont indépendants, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a un seul de ces 4 critères, on demande un avis médical, on est consulté, puis on prend contact avec le centre de référence pour la prise en charge des syndromes drépanocytaires majeurs. C'est très important de discuter l'indication de la transfusion et évaluer le risque auquel on est le malade. Voilà, donc là, je reviens un petit peu sur les caractéristiques des patients drépanocytaires qui font un peu leur particularité en termes d'immunohématologie. Un peu trois catégories. Je vais parler des variants antigéniques dans le système Rhésus. Vous verrez que c'est assez particulier. Les antigènes privés. Et troisièmement, une thématique qui m'est assez chère aussi, c'est les phénotypes érythrocytaires rares. Dans ces 3 contextes, si vous voulez, on a un risque d'immunisation anti-érythrocytaire qui est assez particulier et qui justifie que l'on adapte la conduite transfusionnelle. Donc, les variants antigéniques du système Rhésus, le problème, c'est les antigènes partiels. Alors, un antigène partiel, c'est un antigène en réalité qui est incomplet, c'est-à-dire qu'il manque une partie des épitopes. Alors, bien qu'il manque une partie de l'antigène, malgré ce, on ne le détecte pas toujours avec les techniques classiques de groupage. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple, vous voulez déterminer le groupe D, le statut D de l'antigène D d'un patient, s'il a une réactivité normale, quand vous allez faire l'épreuve de groupage, ça va réagir à 4 croix. Certains antigènes partiels expriment un affaiblissement antigénique, c'est-à-dire, si vous faites une épreuve de groupage, leur antigène D va apparaître avec une réactivité affaiblie à 2 croix, par exemple. Ça agglutine un peu moins bien sur l'épreuve de groupage. Il faut savoir que dans un nombre assez important de cas, en réalité, malgré le caractère partiel de l'antigène, le groupe est tout à fait normal. Vous avez une réactivité normale à 4 croix. Donc, avec un groupe classique, vous pouvez parfaitement méconnaître la présence d'un antigène partiel. Le risque, c'est que si vous avez un patient qui est porteur d'un antigène partiel, c'est qu'il s'immunise s'il est exposé à l'antigène complet. Donc, j'ai mis une illustration dessous. Si on a un patient drépanocytaire qui est identifié D+, mais qui en réalité a un antigène D partiel, et qu'il est transfusé avec un culot D+, ayant un antigène normal, dans les semaines, les mois qui vont suivre, il est à risque de faire un anticorps anti-D. Il va se défendre contre la partie de l'antigène qu'il n'a pas. Donc, ça veut dire que ce type de patient, si on sait qu'il est D partiel, nous, par exemple, en France, on essaie d'identifier aussi vite que possible les partiels. Si on sait que quelqu'un a un antigène D partiel, on le transfuse non pas en D+, mais en D-. Ça, c'est l'adaptation de la conduite transfusionnelle. Donc, je vous ai mis une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps, française, qui, en fait, où on a étudié, si vous voulez, les antigènes partiels d'un certain nombre de patients. Donc, vous voyez, en fait, sur la première ligne, c'est quand même 1148 patients drépanocytaires qui ont été étudiés. Vous voyez qu'il y a 22% des patients drépanocytaires qui ont au moins un antigène partiel. C'est quand même pas mal. Si on regarde par type d'antigène, on voit qu'un peu plus de 10% de patients D+, ont en réalité un D partiel.
Le grand C, c'est celui qui est le plus fréquemment partiel, puisque vous voyez qu'il y a quasiment un patient sur 3 qui est identifié C+, qui est en réalité un grand C partiel. Pour le petit c, le petit e, comme on le voit, c'est moins fréquent. On a 1,3% des patients qui sont petit c+, qui ont en réalité un petit c partiel, et 6% des patients petit e+, qui ont un petit e partiel. Alors, effectivement, malgré le fait que l'antigène soit partiel et qu'il expose à un risque d'immunisation, aujourd'hui, on ne sait pas encore prédire le risque réel d'immunisation. Ce qu'il faut savoir, c'est selon le type d'antigène partiel que le patient a, en réalité, tous ne prédisposent pas à un risque d'immunisation, mais encore une fois, pour l'instant, on ne sait pas trop dire, on ne sait pas trop prédire. D'où l'importance de bien suivre l'ARAI chez vos patients. Et vous aurez la surprise parfois d'avoir certains patients qui, malgré leur statut D+, font un anticorps anti-D. La probabilité que ce soit un allo-anticorps anti-D parce que le patient a un antigène D partiel est extrêmement élevée. Et à partir de là, vous êtes obligé d'adapter la conduite transfusionnelle, c'est-à-dire d'avoir recours à des unités qui sont D-, ce qui, en Côte d'Ivoire, peut poser problème étant donné la faible fréquence du phénotype D-. Donc là, j'ai posé la question, effectivement, ça serait bien évidemment intéressant que l'on sache déterminer la prévalence des antigènes partiels en Côte d'Ivoire. Je passe à deuxième particularité immunohématologique, les antigènes privés. Alors, les antigènes privés, ce sont des antigènes de faible fréquence. Comme c'est marqué, c'est présent chez moins de 1% de la population. Vous voyez dans le tableau qu'il y a plusieurs antigènes privés qui sont mentionnés, le RH10, le RH20, le RH23, le 30, le CAL6, le MNS6, sont des antigènes dont on n'entend pas souvent parler. Si vous allez dans la colonne la plus à droite du tableau, c'est-à-dire la colonne qui concerne les populations non africaines, qu'elles soient européennes ou autres, vous voyez que ces antigènes sont quasiment jamais là. Ils sont extrêmement peu fréquents. Le problème, c'est qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on fait une RAI, les hématies qui sont utilisées comme réactifs dans les panels de RAI, en réalité, proviennent des donneurs européens. Donc, le problème, c'est que si vous faites une RAI, que vous testez le plasma d'un patient contre les hématies des panels de RAI qui proviennent de ces donneurs, en réalité, si le patient a un anticorps anti-privé, un anticorps anti-RH10, vous ne le détecterez pas. La RAI restera négatif puisque les hématies qui sont testées dans la RAI sont des hématies qui ne portent pas l'antigène privé. Le problème, il est où? C'est que, à l'inverse des patients, des individus européens, les individus d'origine africaine, ces antigènes sont beaucoup plus fréquents. Vous voyez, par exemple, le RH10 est présent chez 30% des personnes issues du continent africain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un patient drépanocytaire qui est de phénotype RH-10, donc il n'a pas l'antigène RH10, que vous le transfusez avec un CGR qui porte l'antigène RH10, il va pouvoir faire effectivement un anticorps anti-RH10. Et bien, lorsque vous lui ferez une RAI, vous ne détecterez pas l'anticorps anti-RH10 que le patient a fait. Le seul moyen en fait, de détecter cet anticorps, ce n'est pas la RAI, ce sera de tester le plasma de ce patient contre le CGR que vous aurez sélectionné, même si la RAI est négative, c'est-à-dire de réaliser de façon systématique des épreuves de compatibilité. Donc, ces problématiques d'anticorps anti-privés en France, c'est bien ce qui justifie que nous pratiquions systématiquement des épreuves de compatibilité, même lorsque la RAI est négative. Les groupes sanguins rares, c'est la troisième catégorie de particularité immunohématologique. Alors, on définit en France comme étant des groupes sanguins d'une fréquence inférieure à 4 pour 1000. J'ai mis que c'était une définition française parce que tous les pays ne prennent pas cette définition. Alors, comment on peut avoir un patient qui a un groupe sanguin rare? Le premier cas de figure, c'est que le patient n'a pas d'antigène public. L'antigène public, c'est ce qui est exactement l'opposé de l'antigène privé. C'est-à-dire que l'antigène public, c'est l'antigène que tout le monde a. C'est pour ça que ça s'appelle un antigène de fréquence élevée. On a des exemples ci-dessous d'antigènes publics, RH18, RH34, RH46. Le problème, c'est que si vous avez un patient qui, lui, n'a pas l'antigène public, donc il est de phénotype RH-18, etc., ça veut dire que si vous lui transfusez du sang normal, standard, il est à risque de faire un anticorps anti-public. Un anticorps anti-RH18, anti-RH34, anti-RH46, selon le groupe rare qu'il a. S'il fait ce type d'anticorps, vous serez obligé de le transfuser avec des unités de sang rares identiques à son phénotype. Et donc là, vous aboutissez à une impasse transfusionnelle. Le deuxième cas de figure que l'on a, ce n'est pas les antigènes publics qui sont absents, c'est
la combinaison rare d'antigènes courants. Vous voyez que ce qui est mentionné ici, ce sont des antigènes que vous connaissez parfaitement bien, le grand D, grand C, grand E, petit c, petit e, mais vous voyez que la combinaison petit c moins petit e moins est extrêmement rare. Et j'ai retrouvé dans la littérature une étude ivoirienne qui montrait qu'il y avait une fréquence de 1,7 pour 1000 en Côte d'Ivoire. Si vous avez un patient drépanocytaire avec ce phénotype-là et qui fait un anticorps anti-petit e, il faudra avoir recours à des CGR de ce phénotype-là et vous voyez bien que ça sera extrêmement compliqué. Alors, je me suis permis, et d'ailleurs je remercie aussi le docteur Sekongo d'être là, parce que je me suis permis d'aller faire un tour dans la littérature pour aller voir les données qui existaient sur la Côte d'Ivoire. Et j'ai eu le plaisir de découvrir qu'il y avait des beaux travaux qui avaient été faits, donc je me permets d'en parler. Ça me permet un peu d'étayer mon propos. Donc le docteur Sekongo, donc il y avait j'ai retrouvé un abstract dans Transfusion clinique et biologique au sujet de 42 patients ivoiriens avec syndrome drépanocytaire majeur qui étaient pris en charge au CNTS d'Abidjan. Et sur ces 42 patients, donc, il y avait 12 patients qui avaient une RI positive. On voit qu'il y a 25% d'immunisation. Ces patients, en moyenne, ils avaient reçu 9 transfusions. Et ce qui est assez intéressant, c'est que lorsqu'on regarde les anticorps de ces 12 patients, donc on en retrouve 14, puisqu'il y a 2 patients qui avaient 2 anticorps, on voit déjà dans un premier temps qu'il y a une majorité d'anticorps anti-Rhésus. Et parmi ces anticorps, vous voyez que notamment il y a un anti-D, donc peut-être, je ne sais pas, hein, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a un D partiel, mais vous voyez que c'est en majorité de l'anti-Rhésus. Il y a un anti-grand S, et puis il y en a un qui est non identifié. Vous voyez qu'il y avait 2 patients qui avaient un mélange d'anticorps, anti-grand D, anti-grand C, un anti-grand E, anti-grand S. Donc, j'ai comparé cette étude publiée à une thèse de pharmacie qui avait été faite en Côte d'Ivoire là aussi, non plus sur des patients drépanocytaires, mais sur 200 patients, toutes pathologies confondues, qui étaient transfusés. C'est intéressant parce que donc, il y avait en fait 28 patients qui avaient une RI positive. Et ce qui est intéressant déjà, c'est qu'on voit que la fréquence d'immunisation chez les patients non drépanocytaires, finalement, en contexte transfusionnel, est quand même plus faible apparemment que les patients drépano, puisqu'on a 14% d'immunisation. Alors, bien sûr, ces chiffres sont à conforter sur des séries plus grandes, mais c'est intéressant. Et les anticorps sont non identifiables dans environ un quart des cas. Mais ce qui est intéressant, c'est que parmi les anticorps qui ont été identifiés, on retrouve encore une fois des anticorps anti-Rhésus en majorité, et ensuite d'autres types d'anticorps, anti-M et anti-Lewis. Donc, ça semble dire qu'en Côte d'Ivoire, c'est un peu comme partout ailleurs dans le monde, les patients drépanocytaires ont effectivement un risque d'immunisation qui semble plus élevé que dans la population courante. Ce qu'on voit en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a quand même pas mal d'immunisations anti-Rhésus. Donc, est-ce que c'est dû ou pas à la présence d'antigènes partiels? Ça, j'en sais rien. Après, c'est intéressant aussi de voir qu'il y a quand même un pourcentage non négligeable d'anticorps non identifiés, puisque c'est vrai que en tout cas, les drépanocytaires font beaucoup d'auto-anticorps. Donc, est-ce qu'il s'agit d'auto-anticorps, d'autres anticorps? Est-ce qu'il y a des anticorps anti-publics dedans? J'en sais rien. Peut-être des anticorps anti-privés. Tout ça, c'est soumis à des interrogations. En conclusion, je reprendrai un petit peu tout ce qui a été dit en disant que les patients atteints de drépanocytose sont exposés à un effet indésirable receveur qui est potentiellement fatal, malheureusement, qui s'appelle l'hémolyse post-transfusionnelle retardée. C'est impératif de formaliser une procédure de prévention de l'HPTR. Nous, ça fait quelques années qu'on expérimente les 4 critères d'alerte que je vous ai fournis, donc qui découlent des travaux scientifiques. On en est très content parce qu'on a évité quand même pas mal de transfusions très dangereuses. À côté de ça, je le redis, mais mes confrères et consoeurs l'ont dit tout à l'heure, il faut adopter des règles de sécurité immunohématologique, faire une RAI avant chaque épisode transfusionnel. Ça, c'est important de le faire, et parce que vous voyez qu'on ne trouve pas toujours les mêmes choses d'une RAI à l'autre, et de refaire cette RAI 1 à 3 mois après la transfusion. En France, nous, la RAI, elle a une validité de 72 heures après la transfusion. On peut toujours le discuter, mais en tout cas, nous, on a adopté ce système. Et on recontrôle la RAI, bien sûr, si on a des problèmes de rendement transfusionnel ou s'il y a un événement indésirable qui survient, fièvre, frisson ou quoi que ce soit. Au minimum, il faudrait toujours pouvoir respecter la phénocompatibilité résuscale. C'est très, très important. Mais vous voyez que malgré le respect de cette phénocompatibilité, on a la problématique des antigènes partiels qui s'ajoutent chez les patients drépanocytaires. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Il faut faire systématiquement des épreuves de compatibilité chez ces patients drépanocytaires pour la problématique des anticorps anti-privés dont on a parlé.
Et lorsqu'on a un risque élevé d'hémolyse post-transfusionnelle retardée ou alors que la complication est avérée, il ne faut transfuser que si menace vitale. Et comme on l'a vu, là, il faut respecter quand même pas mal de contraintes antigéniques et malheureusement, parfois, on aboutit à une impasse transfusionnelle. Je me suis permis de lister quelques perspectives d'intérêt que je voyais au regard des travaux internationaux, mais aussi de la Côte d'Ivoire qui déjà a fait de beaux travaux et vraiment, je vous adresse toute mon admiration. Je pense qu'effectivement, ce serait intéressant d'explorer les particularités de groupes sanguins chez vos patients, identifier les spécificités de leurs immunisations anti-érythrocytaires, essayer de juger vraiment de la compatibilité que vous avez entre les donneurs, les receveurs en Côte d'Ivoire. Là aussi, j'ai lu des travaux qui ont déjà été faits, mais je pense qu'on peut préciser des choses. Et bien sûr, essayer de voir l'épidémiologie de ces hémolyses post-transfusionnelles retardées. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie pour votre écoute et je me tiens à votre disposition pour la discussion.